Bonjour et merci donc pour votre présence à cette conférence du cycle Santé en question. Ce cycle, je le rappelle, est co-organisé par l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par Universcience, qui est né en 2010 du rapprochement entre la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte. Et il est organisé également en partenariat avec le magazine La Recherche. La conférence de ce soir donc, est, elle, organisée en partenariat également avec la ville de Lyon et le service Cap Culture Santé de la Bibliothèque municipale de Lyon. Ce soir, donc, nous allons parler de l'épilepsie, ou plutôt des épilepsies, puisque ce trouble a des causes, des mécanismes et des manifestations très diverses. Donc, je crois que les médecins et les chercheurs préfèrent parler d'épilepsie au pluriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 500 000 personnes qui souffrent d'épilepsie. Parmi elles, 60 000 enfants et 10 000 nouveaux cas recensés chaque année. C'est donc une maladie relativement fréquente, mais dont on parle assez peu. Et l'épilepsie, parce qu'elle affecte souvent le développement affectif, la réussite scolaire et professionnelle, n'est pas seulement une maladie, mais également un handicap souvent synonyme d'exclusion sociale. Le dépistage précoce et l'accès à des soins adaptés sont donc des enjeux majeurs de santé publique. De nombreux traitements médicamenteux ont été mis au point, mais il existe différents types d'épilepsie et ces médicaments donc ne sont pas forcément adaptés à tous les patients. Nous parlerons donc aussi des traitements chirurgicaux et des thérapies non médicamenteuses. Pour parler de tous ces traitements et de leur évolution dans l'avenir, nous avons donc le plaisir d'accueillir 4 intervenants à Paris et à Lyon, que je remercie vivement de leur présence. Donc, à Paris, nous avons M. Patrick Baudru, qui est membre du comité d'administration de l'association Épilepsie France, et qui, à ce titre, va pouvoir nous rapporter notamment les principales questions que se posent les patients et les familles de patients souffrant d'épilepsie. Je vous présente également le docteur Gilles Huberfeld, qui est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur à l'INSERM au laboratoire épilepsie de l'enfant et plasticité cérébrale. Il va nous parler des traitements actuels, médicamenteux principalement pour sa partie, mais aussi des pistes thérapeutiques pour certaines totalement novatrices qui sont, sur lesquelles travaillent les chercheurs aujourd'hui. Et je précise que le docteur Huberfeld est également conseiller scientifique de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, qui soutient et promeut la recherche sur cette maladie. Nous sommes également donc ce soir en duplex avec la médiathèque du Bachu de Lyon, où se trouvent 2 autres de nos intervenants. Les voici. Donc, Monsieur Julien Jung, qui est médecin et chercheur au laboratoire INSERM Dynamique cérébrale et cognition du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il nous expliquera en quoi les techniques d'imagerie permettent des interventions chirurgicales très intéressantes pour certains patients. Et enfin, je vous présente Laurent Bezin, qui est chercheur à l'INSERM et co-directeur de l'équipe recherche translationnelle et intégrative en épilepsie. Lui nous parlera des traitements non médicamenteux qui sont intéressants pour traiter non pas de l'épilepsie directement, mais des pathologies associées comme l'anxiété, la dépression. Voilà, bienvenue à vous et un grand merci d'être parmi nous ce soir. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Baudru qui va démarrer un peu les interventions, est-ce que en 2 minutes, Monsieur Huberfeld, vous pouvez nous décrire très brièvement ce que c'est que l'épilepsie, quels sont les symptômes et pourquoi on parle plutôt des épilepsies plutôt que de l'épilepsie? Bien sûr. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie cérébrale qui est une anomalie de son fonctionnement. Donc, à l'état normal, on a des cellules nerveuses qu'on appelle les neurones qui communiquent les unes avec les autres, qui se transmettent de l'information. C'est comme ça qu'on transmet et qu'on traite l'information. On crée nos fonctions. Et au cours des crises d'épilepsie ou au cours des activités épileptiques, ce fonctionnement il va être totalement altéré, c'est-à-dire que les neurones vont se mettre à décharger trop fort, à transmettre trop et à le faire trop en même temps. Et ça, quand ça se passe dans une petite région du cerveau, on va appeler ça une crise focale ou une crise partielle. Et quand ça se passe d'emblée dans tout le cerveau ou presque, on va appeler ça une crise d'épilepsie généralisée.
Donc on sépare bien les deux. Alors les symptômes vont un petit peu dépendre d'où ça se passe. Lorsque c'est une crise focale, les symptômes vont être en rapport avec l'activation d'une région par cette décharge épileptique. Et comme toute région cérébrale, si tant est qu'on est dans le cortex, donc dans l'écorce autour, peut générer des crises d'épilepsie, eh bien on va avoir une infinité de symptômes possibles en fonction de l'endroit d'où c'est parti et où ça va se propager. Et puis les crises généralisées elles-mêmes, même si elles mettent en jeu l'ensemble du cerveau et des gros noyaux qui est en dessous du cortex, vont avoir des symptômes variés qui peuvent être une rupture de contact, donc un moment où on ne sera plus en mesure d'être en relation avec l'autre et même on aura perdu le sens de sa mesure à soi, jusqu'à des manifestations motrices qui sont parfois impressionnantes avec des mouvements, des secousses, des choses comme ça. Toutes les crises d'épilepsie ne s'accompagnent pas d'une perte de connaissance. Il y a des patients qui sont parfaitement là, qui ressentent des choses ou ont des mouvements à ce moment-là. Et les patients ne se rendent pas forcément compte de toutes les crises d'épilepsie. Donc effectivement, il y a un panel qui est très important. De même que pour les causes, on a des épilepsies où il n'y a pas véritablement de cause. C'est une anomalie de fonctionnement du cerveau qu'on ne sait pas toujours très très bien identifier en termes de qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on bascule vers les crises. Et puis on a des épilepsies qui ont des causes diverses et variées, qui peuvent être associées à des anomalies génétiques, à des lésions cérébrales, à des lésions cérébrales congénitales, à des lésions cérébrales acquises. Il y a vraiment énormément de causes et énormément d'épilepsies. D'accord, bon, merci pour cette présentation déjà très synthétique. Donc avant d'aborder vraiment la question des traitements, je voulais demander à Monsieur Baudru si vous pouvez nous donner d'abord quelques informations sur l'association Épilepsie France et surtout nous dire quelles sont les principales questions que vous posent les patients et leurs familles dans le cadre de cette association. Alors bonjour, donc je suis Patrick Baudru, je suis administrateur donc d'Épilepsie France comme ça a été dit. J'interviens sur toute l'Île-de-France, mais aussi sur la gestion web et Facebook de l'association. Et à ce titre, je corresponds avec tous les gens qui nous posent des questions sur le groupe privé Facebook. Et c'est comme ça que j'ai une connaissance de ce que se posent comme question les patients. Parce que justement, il y a des questions qu'ils ne pensent pas ou qu'ils n'osent pas poser aux médecins, ou ils n'y pensent qu'après, ces questions arrivent chez nous. Et donc on essaie un petit peu de les rassurer, on essaie un petit peu c'est un peu le travail de l'association sur Facebook. Sinon, l'association Épilepsie France a bien d'autres domaines d'intervention. Donc on intervient au niveau information, on intervient au niveau sensibilisation à l'épilepsie, en organisant des journées, des points d'information. Ça peut arriver qu'on aille dans des écoles. Par exemple, s'il y a un élève qui est épileptique dans une école, pour rassurer les professeurs et les autres élèves, leur expliquer les tenants et les aboutissants, ce qu'il faut faire en cas de crise, ce genre de choses. C'est une des formes d'action de l'association. Ça peut être aussi organiser des vacances avec des partenaires pour des enfants ou des adolescents épileptiques lourds qui, sans ça, ne pourraient pas partir en vacances autrement qu'avec leurs parents. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être un petit peu difficile à vivre tout au long de l'année. Donc ça fait des vacances pour l'enfant, pour l'adolescent, mais aussi pour sa famille. Ça, tout le monde peut le comprendre. C'est une association qui est nationale, qui est reconnue d'utilité publique. C'est pas la seule en France, mais c'est une association qui est de patients et qui est généraliste. C'est-à-dire qu'il y a d'autres associations qui sont spécialisées sur certains types d'épilepsie très particulières, très lourdes, par exemple le syndrome de Dravet, parce qu'ils ont vraiment des pathologies communes, des problématiques communes qu'ils retrouvent tous, donc cela se regroupent. Mais sinon, nous, on essaie d'intervenir sur toute la France. Il y a un peu des trous dans la carte, mais on essaie de combler. Voilà, donc ça c'est pour l'association. Pour les problématiques que se posent les gens, c'est souvent des problématiques. Les points récurrents, c'est la scolarité, la grossesse, le travail, le permis de conduire, toutes ces choses-là. Donc c'est le lien, pas seulement avec les traitements, mais après comment arriver à vivre sa vie d'épileptique, arriver à supporter les traitements, arriver à quand même malgré tout à trouver sa place dans la société, dans l'école, arriver à garder ou trouver un emploi. Toutes ces choses-là, c'est les questions que se posent vraiment beaucoup les gens. Puis vraiment un gros point
très courant et toutes les femmes épileptiques un jour passent par là, c'est la grossesse. C'est est-ce que j'ai le droit d'avoir un enfant ? Quels sont les risques ? Est-ce qu'il faut adapter mon traitement ? Enfin, à qui je dois en parler ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce genre de choses qu'on voit. Et après, c'est vrai, comme on fait un peu une veille d'information, on suit un petit peu l'actualité de l'épilepsie au niveau mondial, ce qui fait qu'on est un petit peu, pas au courant avant les neurologues évidemment, mais on essaie de suivre ce qu'ils font et d'informer les gens pour leur dire ce qui se fait ailleurs, ce qui se fera peut-être un jour en France, sur des nouvelles molécules, des nouveaux types de traitements. Quand je vous avais eu au téléphone, on avait parlé des dérivés du cannabis thérapeutiques, je précise, qui sont beaucoup utilisés dans certains pays. C'est des choses envisagées. Il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions là-dessus. Et en France, c'est difficile de trouver des réponses. Donc on essaie d'apporter un minimum de réponses temporaires. Voilà, sur ce genre de sujet. Parce que là, à ce niveau-là, les gens ne peuvent pas aller voir leur neurologue et leur donner la liste des médicaments en leur expliquant médicament par médicament, qu'est-ce que ça fait pour moi, qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que ça fait sur les autres, voilà. Donc c'est partager ces retours d'expérience, c'est plus notre rôle. Puis en plus, il y a la problématique du manque de neurologues spécialisés en France par rapport au nombre de patients, ce qui fait que les neurologues sont très forts en France pour traiter l'épilepsie. Ça, on ne pourra jamais assez les remercier. Il y en a beaucoup qui sont très forts. Ils ont fait des progrès en 20 ans. J'en suis témoin moi-même, qui sont assez extraordinaires. Mais ils n'ont pas le temps de gérer le social, l'école et toutes les questions des patients. Donc là, c'est là que nous, on prend le relais. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à aller accompagner les familles pour voir par exemple les professeurs des enfants dans les écoles, ou pour leur donner des conseils sur comment en parler au travail, etc. Tout à fait, ça peut être ça. On peut servir de médiateur aussi au travail. Parfois, on appuie des actions à la limite du judiciaire pour faire appliquer les droits. C'est quand un enfant qui est à l'école à cause de son traitement et de son épilepsie est reconnu handicapé et a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire, et que l'inspecteur d'académie ne fait rien pour que cette AVS soit fournie, c'est un enfant qui sera en échec scolaire. Si on a reconnu que cet enfant avait besoin de 15 heures, 20 heures ou 30 heures par semaine d'une AVS, c'est pas pour rien. Donc si l'éducation nationale n'applique pas les décisions sur ce genre de sujet, on aide les gens à remplir les dossiers, et voire même limite à menacer les inspecteurs d'académie. Bon, ça c'est vraiment à la marge et c'est heureusement rare, mais ça arrive. D'accord. Donc on voit bien que la problématique, au-delà des traitements médicamenteux, chirurgicaux, etc., c'est toute la question aussi de l'accompagnement social des familles. C'est à l'école, mais après c'est au travail. Les gens se posent la question, est-ce que je dois déclarer mon épilepsie ? Est-ce qu'il y a un risque en la déclarant au médecin du travail ? Voilà, c'est ceux qui découvrent leur épilepsie alors qu'ils ont 40 ans passés, qu'ils ont déjà une carrière qui est en cours, des enfants, une vie de couple, un crédit immobilier, et que cela du jour au lendemain, on leur dit votre métier c'est fini, vous pouvez plus faire telle chose, telle chose, telle chose. Ceux-là, ils sont en panique et là, il y a une prise en charge psychologique, sociale, une aide, un accompagnement, une information. Et le but, c'est d'arriver à ce que quand ils nous quittent, entre guillemets, parce qu'ils nous quittent pas réellement, mais qu'ils aient de l'espoir, qu'ils se rendent compte que non, l'épilepsie, c'est pas la fin de tout. C'est une modification du quotidien, c'est une modification de la manière de vivre, de la manière de penser, des activités qu'on a, mais voilà, c'est ni plus ni moins. Il y a d'autres maladies qui sont pareilles. Puis après, il y a aussi, comme la soirée est plutôt sur les médicaments, les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de maladie comme ça au long cours, ne se rendent pas compte de l'effet des médicaments. On l'entend parfois, quand on entend pour le SIDAction ou autre, des gens qui disent moi je suis séropositif et je prends 5, 6, 7, 10 cachets par jour et ça me fait tel effet. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas vécu, mais c'est pareil avec quasiment toutes les maladies longue durée. Je dis quasiment parce que je ne suis pas médecin, donc je n'irai pas certifier que c'est le cas pour toutes.
Mais en tout cas, pour les épileptiques, c'est le cas. Les médicaments sont des traitements très lourds, très forts. Il y en a qui rendent agressifs, il y en a qui font grossir, il y en a qui font maigrir. Alors il y en a qui rendent atones, il y en a qui font baisser la vision. Enfin, comme en plus on peut les mélanger, vous imaginez le cocktail que ça peut faire au jour le jour. Enfin, voilà. D'accord. On va peut-être passer la parole à Monsieur Huberfeld, parce que là, effectivement, on se rend compte qu'il y a des questions, beaucoup de questions des patients sur les effets secondaires des traitements. Mais alors, on va déjà commencer par définir les principaux traitements. Et puis je pense que ce n'est pas tout à fait juste de décrire les médicaments épileptiques comme aussi mal tolérés. Effectivement, il y a des soucis de tolérance, mais il y a quand même une majorité de patients qui ont des épilepsies, qui vont être bien contrôlés, qui n'auront pas ou peu ou souvent pas du tout d'effets secondaires et qui vont pouvoir mener une vie quand même extraordinairement normale. Mais c'est vrai qu'on a des médicaments, parce qu'ils agissent sur le cerveau, qui risquent d'avoir des effets secondaires sur le cerveau, mais très honnêtement, ce n'est pas la majorité. Effectivement, les gens qui viennent vers nous, c'est des gens qui ont un problème, qui le vivent mal. Les gens qui ils prennent 2 cachets par jour et ils vivent très bien comme ça, c'est heureusement une grande partie des épileptiques. Mais ceux-là, ils ne vont pas forcément vers l'association pour résoudre leurs problèmes, parce que leurs problèmes, ils n'en ont pas. Il ne faut pas croire que l'association voit 500 000 personnes. C'est les médecins qui font de loin le plus gros du travail. Et ça, effectivement, la manière de le présenter pouvait laisser croire que c'était une problématique pour tous les malades. Mais non, il y a quand même beaucoup de malades. Ici, il y a en gros entre 0,5 et 1% de la population qui est malade. Si vous êtes dans un lycée de 1000 élèves, ça veut dire qu'il y a entre 5 et 10 élèves qui sont épileptiques. La plupart des gens au lycée ne le savent pas. Ne savent pas qui est épileptique dans le lycée, et pourtant, ils y sont. Donc ça veut dire qu'ils vivent très bien. Voilà. Donc, alors juste effectivement, avant de rentrer dans le débat peut-être sur les effets secondaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les principaux traitements de l'épilepsie? Combien de personnes donc du coup vivent tout à fait correctement grâce à ces traitements Alors, les crises d'épilepsie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un moment donné, oui. on ne sait pas très bien comment ça se passe d'ailleurs, où les neurones se mettent à décharger de manière excessive et trop en même temps. Et donc les médicaments qu'on va avoir, théoriquement, ils visent à essayer d'empêcher ça. Mais il se trouve que les médicaments qu'on a n'empêchent pas tant que ça, cela. C'est-à-dire qu'idéalement, on devrait avoir des médicaments qui n'empêchent absolument pas le fonctionnement cérébral et empêchent cette bascule vers cet hyperfonctionnement. Comme on n'arrive pas très bien à identifier quand ça va arriver, on est obligé de donner des médicaments qui en permanence vont faire quelque chose et vont réduire le risque qu'on bascule vers ceci. Donc globalement, les médicaments qu'on a, ils vont réduire les capacités d'excitation des neurones. Alors pour faire très très schématique, on a 2 grandes catégories de médicaments si on le définit par la façon dont ils agissent, par leur mécanisme d'action. On a des médicaments qui vont agir sur les canaux qui sont à la membrane des neurones. Les neurones, ce sont des espèces excitables, et du coup, il y a des canaux qui vont être perméables, qui vont laisser passer des ions. Et ça va régir le fonctionnement des neurones. Et on a des médicaments qui vont interagir avec ces canaux de manière à réduire l'excitation des neurones. Alors, il y en a plein de différents, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est un premier mécanisme d'action. Donc directement un neurone, comment est-ce qu'il peut s'exciter? Et puis la deuxième grande catégorie de mécanismes d'action, c'est que les neurones communiquent les uns avec les autres en relarguant ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, ces petites molécules qui sont issues du premier, qui vont au second en lui disant toi tu vas faire ceci maintenant, je vais essayer de t'exciter. Et du coup on a des médicaments qui vont agir sur cette neurotransmission, et globalement les médicaments, soit ils vont essayer de renforcer ce qui est déjà inhibiteur, donc pour empêcher l'excitation, ou ils vont essayer de bloquer un petit peu ce qui est excitateur, mais en faisant ça, on risque effectivement d'avoir des soucis de tolérance. D'accord. Est-ce que, en gros, quel est le pourcentage de la population parmi les épileptiques qui sont du coup stabilisés correctement par ces médicaments? La question du traitement, elle se pose au début, mais on ne traite pas forcément la totalité des patients. Si vous pouvez juste vous adresser au public. Oui, pardon. Voilà. Je suis désolé. On ne traitera pas forcément la totalité des patients. À chaque fois, on va discuter avec le patient de qu'est-ce que va lui apporter le traitement et qu'est-ce qu'il va risquer avec le traitement. Et ce qui va vraiment rentrer en ligne de compte, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de crises, à quel moment elles arrivent. Et par exemple, un patient qui a l'air de faire une crise de la nuit tous les 5 ans,
c'est peut-être un petit peu compliqué de lui proposer d'emblée un traitement qu'il va devoir prendre tous les jours, qui aura peut-être des effets secondaires pour essayer de lutter contre ces crises. Mais la plupart du temps, on doit quand même essayer de prendre des médicaments pour essayer de réduire la fréquence des crises. Et l'objectif, in fine, c'est de totalement les bloquer, les empêcher. Et quand on prend quand on est médecin et qu'on donne des médicaments aux patients, on a deux objectifs en vue, qui sont vraiment tous les deux importants et on ne juge que là-dessus. C'est est-ce qu'on contrôle les crises? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des crises ou est-ce qu'il n'y a plus de crises? Et est-ce que le médicament est bien toléré? Un médicament qui bloquerait complètement les crises, mais quelqu'un qui ne pourrait pas se lever de son lit, ce serait un échec complet et personne ne veut de ça, ni les patients, ni les médecins, évidemment. Et puis, de temps en temps, du coup, on est obligé de faire des concessions sur l'un ou sur l'autre pour arriver à nos fins. Alors, globalement, le taux de patients qu'on va dire équilibré, c'est-à-dire qui ne fait plus de crise, grâce aux médicaments, il est de l'ordre de 2/3 à peu près, peut-être un petit peu moins. Vous voyez, c'est quand même une majorité de patients. Et il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que le médicament antiépileptique n'est pas un médicament qui traite la maladie. La maladie, elle est là, le cerveau est anormalement excitable, il est à l'origine de crises, et le médicament, il va juste, sachant que le cerveau est épileptique, essayer d'empêcher que les crises arrivent. Ça veut dire qu'un patient qui a une épilepsie qui ne doit pas guérir, il va devoir prendre des médicaments tout le temps où l'épilepsie dure, c'est-à-dire toute sa vie. Mais il y a un certain nombre d'épilepsies qui sont liées à des anomalies d'excitation du cerveau liées au développement, à la maturation, qui vont guérir seules. Et à ce moment-là, on pourra proposer un arrêt du médicament. Est-ce qu'on peut anticiper les crises? Est-ce qu'il y a des médicaments qui permettent d'agir en amont, justement? Ou ça fait partie plutôt des traitements du futur? Alors, effectivement, le problème, c'est que les crises, ce sont des événements occasionnels. La plupart des gens font quelques crises par mois, parfois par semaine, rarement par jour, bien que ça arrive. Et du coup, on va devoir leur donner un médicament tous les jours pour traiter, par exemple, 3 crises qui durent 1 minute par mois, c'est-à-dire 3 minutes par mois. Et ce médicament, on va devoir le prendre tous les jours de toute la semaine pour ça. Donc si on avait un moyen d'anticiper la survenue d'une crise, de savoir quelques minutes avant qu'une crise risquait d'arriver, et qu'à ce moment-là, on puisse donner un médicament qui agisse vite, et éventuellement pas pour réduire l'extabilité des neurones, mais empêcher cette bascule-là spécifiquement, ce serait intéressant. Et ça, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on y arrive à l'heure actuelle. C'est un thème de recherche qu'on appelle l'anticipation des crises, qui est assez ancien, qui a eu un regain d'intérêt majeur avec des traitements mathématiques assez compliqués, notamment du signal électroencéphalographique. L'activité des neurones produit un signal qu'on appelle bioélectrique qu'on peut enregistrer. Et par ce biais-là, on a pu montrer qu'on peut parfois, effectivement, anticiper la survenue d'une crise, parfois de plusieurs minutes. Mais malheureusement, ce n'est pas très sensible et puis surtout, ce n'est pas très spécifique. Ça veut dire qu'on en manque et puis surtout, on fait beaucoup de fausses alertes. Et ça, c'est très compliqué pour les gens. C'est peut-être même encore plus stressant qu'une crise qui arrive n'importe quand, d'avoir plusieurs fois par jour une alerte et puis il ne se passe rien derrière. Donc on ne croit plus en le système. Et donc pour l'instant, ces systèmes-là, très honnêtement, ne sont pas encore opérationnels. D'accord. Alors, pour les personnes qui ne répondent pas au traitement médicamenteux, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Alors, pour les patients qui ne répondent pas au traitement médicamenteux, il faut différencier deux choses. Les patients qui ont une épilepsie généralisée, tout d'abord. Généralement, les patients avec une épilepsie généralisée, comme c'est l'ensemble du cerveau qui s'embrase, on va devoir rester avec des médicaments ou avec d'autres types de procédures, mais notamment ce sont des patients qui ne seront pas candidats à la chirurgie parce qu'on ne peut pas couper toute la tête. On serait efficace, mais on aurait la partie effet secondaire grave. Donc c'est pas possible. Donc ces traitements complémentaires vont s'adresser beaucoup plus la chirurgie aux épilepsies partielles. Et je crois que c'est pas moi qui suis chargé d'en parler ce soir. Qui va nous en parler. Mais en dehors de ça, on a d'autres modalités thérapeutiques. Chez les enfants, par exemple, on utilise un régime particulier qu'on appelle le régime cétogène. Quelque chose d'intéressant, mais qui est quand même compliqué, très compliqué au quotidien, mais qui a de bons résultats. Et puis, on a d'autres procédures, comme la stimulation du nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui unit le cerveau à diverses viscères dans le corps. Et du côté gauche, on peut mettre une petite électrode autour de ce nerf, associée à une petite pile, comme un pacemaker, qui va stimuler. On ne sait pas vraiment comment ça marche, mais ça marche. C'est-à-dire qu'on va réduire la fréquence des crises. Il y a à peu près un patient sur 2 qui va être répondeur. Et les patients qui sont en échec médicamenteux, c'est rare qu'on s'en sorte qu'avec la stimulation du nerf vague, mais ça peut être un plus. Ça peut d'ailleurs permettre de baisser parfois les médicaments et d'améliorer la tolérance. Et puis surtout, ça semble bien améliorer la qualité de vie des patients.
D'accord. Alors, et comme le thème ce soir, c'est quand même aussi les traitements du futur, quelles sont les pistes principales qui sont étudiées? Alors, dans le futur, je pense qu'il y a deux aspects. Premier aspect, c'est est-ce que la façon dont on a designé, dont on a conçu nos médicaments est adaptée? Et honnêtement, elle ne l'est pas véritablement. Les médicaments, en gros, comment est-ce qu'on fait pour découvrir un médicament antiépileptique? Dans trois quarts des cas, c'est un coup de chance. Un coup de chance, et ça pose la question de sur quoi on le teste. Alors évidemment, on ne teste pas les médicaments sur les hommes, on les teste sur des modèles animaux. Et la difficulté, c'est que quand on va vouloir essayer de très nombreux médicaments, de très nombreuses molécules, en fait, on ne peut pas le faire sur des animaux authentiquement épileptiques, c'est trop long, trop compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des choses qui ressemblent à de l'épilepsie, mais qui n'en sont pas vraiment, qui sont des crises qu'on induit de manière abrupte, qu'on induit directement. Alors ça, c'est facile, on sait quand la crise va arriver et on sait si éventuellement le médicament va marcher. Alors la plupart des médicaments, ils sont testés de cette façon-là, et malheureusement, ça, c'est pas véritablement l'épilepsie, parce que l'épilepsie, c'est un cerveau qui est anormalement excitable, qui, un coup de temps en temps, on ne sait pas forcément très bien pourquoi, va se mettre à s'embraser, à décharger. Et les médicaments donc sont pas très bien designés pour justement traiter ça. Et puis la plupart du temps, ils sont en fait découverts au hasard. Prenons le valproate par exemple, qui est un vieux médicament qui, en fait, avant d'être un médicament, était un solvant. Donc ça servait à dissoudre. Et puis c'était des gens qui recherchaient un traitement antiépileptique, qui testaient des lapins. Et puis le produit qu'ils voulaient tester comme antiépileptique, ils avaient franchement du mal à le dissoudre. Donc ils l'ont dissous dans un de ces solvants qui était le valproate. Ça le dissolvait bien. Et tous les animaux allaient bien. Les animaux qui avaient le médicament avec le solvant, et puis les animaux qui avaient ce qu'on appelle le contrôle, il n'y avait pas le médicament, il n'y avait que le solvant, ils allaient aussi bien que les autres. Donc c'est comme ça qu'on s'est aperçu que le solvant était drôlement intéressant et que dedans il y avait une piste et ça a donné un des médicaments. Et puis pour d'autres médicaments, on a essayé de cibler un effet spécifique. Et puis, on s'est rendu compte après que ça marchait, mais ça marchait d'une autre façon, complètement différente. Donc, parfois, c'est pas très pragmatique la façon dont on essaie de trouver comment designer les médicaments. Et donc, comment essayer d'améliorer ça? La première des choses, c'est par la connaissance, comme toujours. Si on arrive à mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cerveau épileptique, qu'est-ce qui se passe exactement au moment où ça bascule vers la crise, là, on aura probablement des traitements qui seront plus efficaces et qui seront probablement également peut-être mieux tolérés. La deuxième chose, c'est que je vous disais tout à l'heure que les médicaments ne traitent pas l'épilepsie, ils empêchent les crises d'arriver. Donc si on pouvait avoir des médicaments qui font passer un cerveau épileptique à un état de cerveau totalement non épileptique, qui n'aurait plus besoin cette fois-ci de médicaments pour empêcher la bascule vers la crise, évidemment, ce seraient des traitements qui seraient extrêmement intéressants. Ça, c'est pour la partie un petit peu médicamenteuse. Alors après, on a des choses qui sont aussi, mais qui sont totalement l'avenir, hein, il faut bien le savoir. C'est que le principe, ça va être de modifier le fonctionnement des neurones, mais de manière éventuellement discrète, intime, au bon moment. Donc ça, on peut le faire de diverses façons. Vous savez qu'on peut le faire par la génétique. On peut administrer dans le cerveau par des transporteurs qu'on appelle des vecteurs, des gènes qui sont anormalement là, ou si un gène est déficient, on va essayer de supplémenter pour essayer de modifier le fonctionnement des neurones. On a des techniques qui sont plus anecdotiques et qui seront difficiles à développer chez l'homme, mais par exemple, on s'est aperçu que dans des éponges de mer, on avait des canaux, comme je vous parlais tout à l'heure, qui étaient drôlement rigolos parce que ces canaux, ils s'ouvrent ou ils se ferment en fonction de la lumière et parfois d'une longueur d'onde de lumière très précise. Et du coup, dans des modèles animaux, on peut faire en sorte que les neurones aient ces canaux, expriment ces canaux à leur membrane, alors qu'ils ne les ont pas, hein, normalement, les mammifères, mais on sait se débrouiller pour les faire exprimer. Et puis, par exemple, au moment où on détecte le début d'une crise, ou si jamais les techniques d'anticipation marchaient, on risque de basculer vers une crise, pouf, on met une bonne lumière de la bonne longueur d'onde à un endroit qui peut être plus intéressant qu'un autre, et on va modifier de cette façon-là le fonctionnement des neurones. Ça, c'est un des moyens, mais évidemment, c'est même pas l'avenir, c'est de la science-fiction, ça, pour l'instant. D'accord. Il y a quand même des labos qui travaillent sur ce qu'on appelle, c'est l'optogénétique, hein, c'est ça? L'optogénétique. D'accord. Vous m'avez parlé d'une dernière chose quand on a discuté, c'était la thermocoagulation. Si vous pouvez juste nous en dire deux mots. Alors, la chirurgie, et on va en parler après, le principe de la chirurgie, c'est de retirer, si on le peut, et le si on le peut est vraiment une condition très importante, la zone cérébrale qui est responsable des crises, de la genèse des crises.
De temps en temps, ce sont des zones très très difficiles d'accès, ou de temps en temps, ce sont des zones qui sont dans des régions qu'on ne peut pas trop enlever parce qu'elles ont une fonction importante. Ce sont des nœuds de fonction très importants. Et donc, on a pu proposer des traitements un petit peu complémentaires, et parmi eux, il y a ce qu'on appelle la thermocoagulation. Le principe, initialement, c'était certains patients, on va en reparler tout à l'heure pour la chirurgie, mais on n'arrive pas très bien à savoir comment se déploie leur crise dans le cerveau uniquement avec des électrodes posées sur le crâne. Et donc ces patients-là, on peut être amené à implanter des électrodes directement dans le cerveau pour enregistrer les patients. Et une fois qu'on a défini très précisément d'où ça partait, on peut faire passer un petit peu de courant entre deux électrodes, ça va chauffer un petit peu le cerveau, et puis ça va créer des lésions extrêmement focales, et éventuellement dans les endroits difficiles d'accès, ce qu'on appelle la thermocoagulation. Donc ça se fait, et il y a une technique un petit peu différente qui est en train d'arriver, qui est de ne pas le faire avec les électrodes, mais d'implanter directement des petites fibres laser dans laquelle on va faire passer une lumière particulière qui va chauffer autour d'elle. Et ça va faire à peu près la même chose, sauf qu'on contrôle mieux exactement ce qu'on va chauffer, ce qu'on appelle la thermolyte. Et donc c'est une technique, c'est pareil, qui n'est pas encore d'usage véritablement clinique, qui risque d'arriver un jour et qui permettra peut-être d'aller dans des chirurgies moins invasives, dans des zones plus compliquées, et puis éventuellement également de regarder, d'enregistrer en même temps qu'on crée ces petites lésions. D'accord. Enfin, là aussi, on est à 10-15 ans. En fait, ça se fait déjà. À une échelle. Mais pour que ça se généralise un petit peu, ça va Ouais. prendre du temps. D'accord. Alors, on va peut-être passer la parole à Monsieur Julien Young, donc, qui est à Lyon. Bonjour. Et qui, lui, donc justement, va nous faire un peu une revue des différentes techniques d'imagerie qui permettent d'intervenir en chirurgie. Pourquoi c'est quoi? C'est 10-15% des patients à peu près qui vont pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale. Si vous pouvez nous donner quelques chiffres. Théorique, Gilles Berfet vous en a parlé à l'instant, c'est vrai. Vous avez vu qu'il y a des progrès énormes sur les médicaments, qu'il y a de nombreuses molécules, de nombreuses pistes intéressantes. Et même avec les molécules actuelles, on estime qu'il y a 20 à 30% des épilepsies qui ne sont pas guéries par les médicaments. Et donc, a priori, en théorie, ce sont des bons candidats à la chirurgie, à d'autres thérapeutiques, dont la chirurgie. En fait, c'est évidemment plus compliqué que ça dans la vraie vie, puisque la chirurgie ne peut être réalisable que lorsqu'on a localisé une petite zone cérébrale qui est responsable des crises, qui peut amener à la résection. Donc, bien entendu, lorsqu'il y a plusieurs lésions, plusieurs foyers qui génèrent les crises, heureusement, dans cette situation-là, la chirurgie est plus compliquée. Et dans la même veine, on peut dire, lorsqu'il y a un risque fonctionnel, lorsque cette zone cérébrale est importante pour des fonctions essentielles du cerveau, comme la mémoire, le langage, la motricité, bien entendu, la chirurgie n'est pas réalisable dans ce cas-là. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir des positives, mais oui. Donc, ça marche. Alors vous voyez, Gilles Berfet vous a rappelé que une certaine zone cérébrale était responsable des crises. On parle maintenant de réseaux épileptogènes, un certain nombre de structures qui sont connectées, là, ce sont des petits points bleus qui déchargent normalement, qui fonctionnent de façon un peu trop excitable et un peu trop synchrone entre ces neurones. Et puis le but du bilan pré-chirurgical, donc des investigations que l'on réalise avant la chirurgie, ça va être d'identifier les composants de ce réseau, quelles sont les zones qui sont anormales. Donc ça nécessite beaucoup d'examens, des examens d'imagerie notamment. C'est un processus relativement long qui peut prendre plusieurs mois, voire un an, pour réaliser l'ensemble des examens. Et puis lorsque tous ces examens convergent vers une zone bien claire, ça permet d'envisager une résection corticale. Donc c'est vraiment ça le traitement chirurgical de l'épilepsie, c'est enlever la zone malade responsable des crises. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, dans certains cas, l'hypothèse est plus compliquée. On a besoin d'éléments de confirmation. Les examens d'imagerie ont permis de mettre en évidence un foyer potentiel, mais ça ne suffit pas à apporter l'indication chirurgicale. Et donc dans ce cas-là, on utilise des électrodes intracérébrales. Donc on met en place des électrodes comme celles que l'on colle sur le cœur chevelu, si vous voulez, mais directement au niveau de la profondeur du cerveau, pour enregistrer les crises des malades. Et ça permet, comme un petit peu des loupes, de voir précisément l'intérieur du cerveau et de guider une décision chirurgicale dans le cas le plus favorable. Donc vous avez bien compris que la proportion théorique de 20 à 30% des patients qui malheureusement résistent au traitement médicamenteux n'est pas forcément atteinte lorsqu'on considère la chirurgie, parce que si la zone est trop compliquée, trop complexe, trop à risque, malheureusement la chirurgie dans ce cas-là n'est pas faisable. Alors pour autant, les progrès dans ce domaine-là sont assez considérables.
Alors on dit toujours c'est nouveau, la chirurgie d'épilepsie, finalement ça remonte aux années 50, les premières interventions. Donc c'est pas si nouveau que ça. Mais les progrès d'imagerie des 10-15 dernières années ont permis une bien meilleure sélection des candidats à la chirurgie et d'envisager des chirurgies qui auparavant étaient plus délicates. Donc ça c'est vraiment en particulier sur l'imagerie. Je vais vous laisser un petit peu quelques éléments qui semblent assez pertinents en termes d'imagerie. Alors évidemment, quand on parle de localiser des choses dans le cerveau, tout le monde pense à l'IRM cérébral. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire, c'est vraiment la technique phare. Donc un peu comme on devrait parler des épilepsies et pas de l'épilepsie, mais on devrait parler des IRM maintenant et pas de l'IRM, parce que le nombre de façons d'acquérir des images du cerveau a considérablement augmenté. Donc vous voyez par exemple les images en haut qui correspondent aux images d'un même patient à travers différentes séquences d'imagerie, comme différents types de processus d'acquisition des images, vous donne un contraste très différent, permet de voir des choses différentes et donc ça permet de révéler éventuellement des lésions responsables de l'épilepsie très différentes. Donc ça, c'est un secteur qui a beaucoup progressé. Ça a progressé aussi depuis qu'on utilise ce qu'on appelle des IRM à haut champ. L'IRM nécessite d'appliquer un champ magnétique pour acquérir les images. Et donc maintenant, on utilise des IRM qui étaient dites auparavant à 1,5 Tesla, maintenant à 3 Tesla, ce qui permet de mieux voir les choses. Et puis maintenant, on peut même aller plus, en l'occurrence chez l'animal, jusqu'à 7 Tesla ou 11 Tesla, ce qui permet de voir vraiment très en détail, même si ces IRM à très haut champ, ça reste assez anecdotique en pratique clinique, ça pose des contraintes de sécurité aussi. Alors, un autre point qui a énormément progressé en IRM, c'est que maintenant on est aussi capable d'analyser statistiquement ces images. L'analyse des images chez un patient nécessite de regarder très précisément de petites anomalies. Ça peut être de toutes petites anomalies du développement du cerveau, de petites malformations du développement cortical. Et dans certains cas, l'analyse visuelle ne permet pas de détecter quelque chose. Dans certains cas, on peut utiliser des outils statistiques pour comparer les images chez un patient, comparativement par exemple à un groupe de témoins, pour révéler par exemple une petite anomalie de signal qui est révélatrice d'une petite malformation. Ça, c'est un secteur qui est également dans un essor assez important. Et puis je ne peux pas résister à vous montrer ça également. Ça c'est une technique dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'imagerie en tenseur de diffusion. Donc c'est une technique d'imagerie qui permet de voir le déplacement en fait, des molécules d'eau dans le cerveau le long des fibres nerveuses. Et donc ça permet de reconstituer les faisceaux de fibres du cerveau. Le cerveau, c'est non seulement des groupes de neurones, mais quelque part, les groupes de neurones, il faut qu'ils communiquent pour générer un message entre eux. Et ça, c'est le rôle de ces faisceaux de fibres. Et avec ces techniques-là, on peut imager les faisceaux de fibres. Et dans le cadre, par exemple, de la chirurgie d'épilepsie, c'est quelque chose qui peut être intéressant, par exemple, pour mettre en évidence des grands faisceaux de fibres, des grandes voies de communication importantes, comme par exemple pour la vision. Les voies visuelles, quand on perçoit un message visuel, nécessitent d'être reçu au niveau de la rétine, puis être traduit, puis aller jusqu'aux récepteurs occipitaux. Et donc, il y a des voies de communication. Et avec ces imageries en tenseur de diffusion, on peut imager ces voies visuelles et donc éventuellement les épargner lors d'un geste chirurgical qui serait à proximité de ces voies visuelles. Donc ça reste des techniques un petit peu d'avenir. Enfin, on commence à les employer. L'utilisation clinique est encore un petit peu parmi dans les années, mais c'est intéressant. Alors, l'IRM ne résume pas tout. Et puis, il y a d'autres moyens d'imagerie maintenant métabolique et de la neurotransmission qu'on utilise. Donc là, je vous parle un petit peu brièvement du PET scan, la tomographie d'émission de positons. Donc c'est une technique de médecine nucléaire qui là permet de voir le métabolisme du cerveau glucidique, qui permet de voir par exemple la consommation du cerveau en glucose en dehors des crises, spontanément, lorsque le patient ne fait rien. Donc il est connu depuis de nombreuses années, pour des raisons plus ou moins mystérieuses d'ailleurs, que le cerveau est le siège d'un hypométabolisme glucidique au sein de la zone qui génère les crises. Donc il y a une diminution de la consommation de glucose à cet endroit-là. Et donc ça peut nous renseigner sur la zone qui est à l'origine des crises. Et puis un petit peu comme à l'IRM dont on a parlé tout à l'heure, on peut être capable statistiquement d'identifier ces zones hypométaboliques en comparaison à un groupe de sujets témoins. Alors dans le même registre, une autre technique, c'est ce qui s'appelle le SPECT. Le nom barbare, c'est le SPECT, mais c'est la tomographie d'émission monophotonique. Donc c'est aussi une technique de médecine nucléaire qui permet cette fois d'évaluer le débit sanguin cérébral au cours des crises d'épilepsie. Donc ça c'est une technique exigeante puisque ça nécessite d'injecter un traceur au moment d'une crise d'épilepsie. Donc ça pose des contraintes techniques.
Mais lorsqu'on est capable d'injecter ce traceur très précocement, on peut mettre en évidence chez certains patients une augmentation du débit sanguin cérébral focal au niveau de la zone qui génère les crises. Et en comparaison à la période entre les crises, on peut mettre en évidence une zone qui assez spécifiquement s'allume, augmente son débit sanguin au moment des crises et nous renseigne donc sur la zone potentiellement opérable. Alors, une autre famille de méthodes, jusqu'à présent on a parlé plutôt d'images, d'imagerie d'IRM, on a parlé d'imagerie métabolique et de la neurotransmission. Une autre technique, c'est des techniques électrophysiologiques. Finalement, si on s'intéresse vraiment au fonctionnement des neurones, et Gilles Berfeld a mentionné tout à l'heure le EEG, qui est une technique très ancienne dans l'électroencéphalographie, dans l'épilepsie. Donc si on veut enregistrer vraiment le fonctionnement de ces neurones, on a deux grands groupes de méthodes. On a l'électroencéphalographie, une technique beaucoup plus récente qui s'appelle la magnétoencéphalographie. Donc l'EEG, comme on l'a dit, l'électroencéphalographie, c'est une technique qui remonte depuis les années 30. C'est quelque chose qui est réalisé très quotidiennement, presque, chez les patients qui présentent de l'épilepsie. C'est une technique très utile. Mais il y a eu des développements assez importants ces dernières années, notamment depuis l'utilisation de l'électroencéphalographie qu'on dit à haute résolution, c'est-à-dire avec un nombre important d'électrodes. On peut maintenant enregistrer l'EEG avec plus de 100 électrodes, jusqu'à 200 électrodes, avec un temps de pause des électrodes relativement restreint. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça permet d'enregistrer des signaux des neurones qui sont anormaux dans l'épilepsie, à la fois en dehors des crises, parfois même au cours des crises, et avec d'outils mathématiques, d'outils de localisation de source, on est capable de déterminer une zone dans le cerveau qui est responsable des anomalies qu'on enregistre en surface. Voilà, donc ça c'est une technique très conventionnelle qui s'est beaucoup développée par l'utilisation maintenant de l'EEG avec une haute densité d'électrodes. Et puis donc les sources, c'est-à-dire les solutions qui permettent de déterminer la localisation des activités enregistrées sur le scalp, peuvent être représentées de diverses manières. Ce sont des solutions relativement simples, où c'est un petit point qui représente la source la plus probable de l'activité en surface, ou alors avec des modèles plus réalistes, où c'est un volume plus important qui génère les activités enregistrées sur le scalp. C'est ce qu'on appelle une technique de source distribuée. Alors, l'EEG reste une technique phare, et puis depuis une dizaine d'années, on utilise aussi la magnétoencéphalographie. Alors, quand je dis une dizaine d'années, c'est finalement plus ancien que ça, en fait, la mise en place de ces techniques-là. Mais l'utilisation clinique routinière, je dirais dans le cadre du bilan chirurgical, c'est 10-15 ans. Donc, la magnétoencéphalographie, là, c'est la technique un peu barbare que vous voyez sur le côté droit, qui permet d'enregistrer les champs magnétiques qui sont produits par l'activité des neurones des patients. Donc, ça nécessite d'enregistrer des champs magnétiques de très petite amplitude, de l'ordre de 1 milliard de fois moins que le champ magnétique terrestre. Donc il faut des conditions d'enregistrement un peu particulières. Les patients sont enregistrés dans une chambre blindée, typiquement, pour se protéger des bruits magnétiques environnementaux. Et donc ça permet de façon relativement aisée, relativement confortable, également d'enregistrer ces champs magnétiques entre les crises ou pendant les crises, et d'en localiser une source dans le cerveau des patients. Donc, à l'issue de tout ce panel d'examens dont on a parlé, qui ont vraiment progressé de façon assez considérable, lorsqu'une hypothèse très claire sur le foyer à l'origine des crises est identifiée, ça peut amener à un traitement de résection corticale directe. Et comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque l'hypothèse est finalement relativement claire mais nécessite des confirmations, on utilise une phase avec des enregistrements par des électrodes EEG profondes. Alors, dans le domaine de l'imagerie, un autre secteur qui a progressé, c'est l'IRM fonctionnel. En IRM, on a dit qu'on pouvait voir assez précisément la morphologie, faire des photographies du cerveau, mais aussi, on peut également voir le cerveau en activité lors de certaines tâches, que ce soit des tâches mentales comme la production de mots, le langage, la mémoire, mais également lors de fonctions sensorielles. Et donc en IRM fonctionnel, on peut identifier des régions importantes pour la mémoire, ce qui peut amener dans certains cas à contre-indiquer un geste chirurgical ou en tout cas à affiner la sélection des meilleurs candidats à traitement chirurgical. Voilà, donc aujourd'hui, il est vrai qu'avec ces techniques-là, les possibilités d'accès à la chirurgie ont considérablement augmenté. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit aussi Gilles Berfeld, on ne peut pas toujours localiser très clairement une zone à l'origine des crises. Donc c'est dans ce domaine-là, dans cette situation-là, qui ont été proposées depuis un certain nombre d'années, des techniques de neurostimulation ou de stimulation cérébrale profonde,
dont le but n'est pas dans ce cas-là de réséquer, d'enlever la zone malade, mais plutôt de mettre en place des électrodes dans le cerveau à certains endroits un petit peu stratégiques pour stimuler avec des courants et diminuer l'excitabilité des neurones normaux. Et donc diminuer l'excitabilité et donc diminuer la fréquence des crises. C'est aussi une technique d'avenir. Maintenant, ça a débuté depuis un certain nombre d'années. Les études sont encore un petit peu pilotes dans ce domaine-là. Mais le résultat commence à être intéressant. Alors c'est vrai que le modèle dans ce cadre-là, c'était beaucoup la maladie de Parkinson, puisque la stimulation cérébrale a révolutionné le traitement de la maladie de Parkinson. Dans le cas de l'épilepsie, c'est plus compliqué tout de même, parce que, comme on l'a dit, la variété des crises d'épilepsie, des foyers, fait que la stimulation nécessite plus d'adaptation en termes de paramètres, de choix de cible. C'est une technique très intéressante. Voilà, un petit peu un panel des techniques actuelles chirurgicales et des perspectives d'avenir. D'accord. Donc, au final, il y a quoi? Il y a 10-15% actuellement de personnes qui bénéficient de chirurgie, c'est ça? C'est même moins que ça. C'est moins que ça. On est entre 5%, entre 5 et 10%. Donc c'est vraiment, et comme l'a dit Gilbert Feld, ça nécessite bien entendu que ce soit une épilepsie partielle, dans le cas où il y a vraiment une zone cérébrale localisée qui génère des crises. Donc ça reste, c'est plutôt moins de 10%. D'accord. Et l'avantage de cette technique, c'est que du coup, après, les personnes sont vraiment guéries de l'épilepsie, c'est ça? Oui. Alors c'est vraiment le but de la chirurgie. Aujourd'hui, le but de la chirurgie est d'être curatif, c'est-à-dire rendre le patient libre de crise après le traitement, dans le cas idéal. Et donc, c'est difficile d'avoir des statistiques à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de variétés d'épilepsie, beaucoup d'approches chirurgicales. Mais dans les cas, par exemple, les plus favorables, dans le cas de l'épilepsie du lobe temporal, qui est un type particulier d'épilepsie, les succès peuvent être très importants, de l'ordre de 90% de guérison suivant les approches, donc c'est très important. Dans d'autres formes d'épilepsie, ou dans les cas où il n'y a pas vraiment de lésion sur l'imagerie, le succès est moins important, suivant de 1 sur 2 à 2 sur 3, suivant les approches. D'accord, merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Laurent Bezin. Si vous pouvez nous parler donc de traitement non médicamenteux, je crois que vous faites surtout, vous avez démarré des études avec les enfants, c'est ça? Oui, alors on a démarré des études. Alors, je pense au début. J'ai appelé donc le titre de cette intervention. On pourra discuter beaucoup plus largement. Là, je vais essayer de la focaliser sur ce qu'on appelle des thérapies récréatives et holistiques. Et tout ça dans le cadre, en tout cas, de ces traitements qu'on va appeler non pharmacologiques. Au niveau international, ça rentre sous une catégorie qu'on va appeler médecine complémentaire et alternative. Alors soyons clairs, dans le cadre de l'épilepsie, il n'y a aucune alternative. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun traitement qui pourra se substituer aux traitements antiépileptiques de type, on va dire, allopathique, c'est-à-dire les traitements qui vont vous être proposés par votre neurologue, qu'il soit à l'hôpital ou qu'il soit en cabinet privé, ou à la chirurgie, si toutefois vous êtes en tout cas proposable à la chirurgie. Donc là, le terme d'alternatif n'existe pas, sauf si on a une approche qui est complètement différente et que l'on rencontre notamment en Extrême-Orient, où dans certains pays, c'est un consensus. Quand vous allez voir votre neurologue ou quand vous allez voir votre médecin, vous n'allez pas voir un médecin, mais vous allez en voir deux qui vous consultent en même temps et qui vont décider du traitement. Alors déjà, ils vont mieux cadrer de façon, et là c'est un terme holistique, c'est-à-dire quand ils vont traiter l'épilepsie, ils ne vont pas regarder seulement le fait de faire une crise d'épilepsie, mais ils vont regarder la globalité du patient épileptique, c'est-à-dire son interaction avec son environnement et savoir comment la crise d'épilepsie va pouvoir avoir un impact sur également sa vie au quotidien, pas seulement dans le fait de générer des crises ou d'avoir des crises, mais également dans les relations qu'il va avoir notamment avec autrui et ses capacités d'apprentissage, etc. Et puis il va y avoir le médecin allopathique. Et donc c'est ensemble qu'ils vont proposer un traitement qui va donc tenir compte donc, des traitements disponibles d'un point de vue allopathique comme nous au niveau en Occident, mais également qui vont tenir compte donc du coup de l'ensemble des thérapeutiques qui sont apportées par des connaissances millénaires, par ce qu'on appelle les médecines traditionnelles orientales, et la plus ancienne étant l'Ayurveda, qui est la médecine indienne, traditionnelle indienne, et puis plus tardivement, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui a pris justement la médecine traditionnelle indienne pendant très longtemps n'a été transmise que de façon orale,
Et ce qu'a fait au tout début la médecine traditionnelle chinoise, elle n'a rien inventé, elle a juste permis, en tout cas, de donner des codes, d'écrire ce qui avait été décrit dans la médecine traditionnelle indienne. Et la grande différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est qu'on n'a pas d'acupuncture dans la médecine traditionnelle indienne, on va avoir de l'acupression. Et là, ce qu'a fait la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle a pris ces points d'acupression sur lesquels ensuite elle a été implantée des aiguilles. Donc voilà, on part de ce constat-là, qu'il y a des médecines alternatives, et pourquoi il est important de parler de médecines alternatives qui ne sont pas franchement applicables ici, c'est que l'épilepsie, ça n'a pas attendu le XXe siècle pour qu'on s'y intéresse et pour qu'on essaie de faire quelque chose contre. Déjà dans les médecines traditionnelles, qu'elles soient indiennes, chinoises, mais également nous en Occident, on avait déjà codifié, identifié cette pathologie comme étant telle. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que dans les médecines traditionnelles indiennes et chinoises, mais surtout indiennes, on s'est rendu compte que l'épilepsie, ce n'était pas que faire des crises. Ok, on fait des crises, mais on ne fait pas que ça. Et un autre volant en tout cas de la pathologie, c'est de se dire, ok, nos patients font des crises, mais on se rend compte à y regarder de très près qu'il y a un certain nombre en tout cas de comorbidités ou de pathologies qui vont être associées à l'épilepsie et qui vont être tout aussi gênantes pour le patient que le fait de faire des épilepsies. Alors il est évident que ça va peut-être pas être aussi visible pour des personnes qui font énormément de crises par jour et pour lesquelles en tout cas la crise va prendre réellement une ampleur vraiment importante dans la prise en charge et puis dans leur représentation de la maladie. Et pour ceux qui en font beaucoup moins, il y a d'autres justement émergences qui vont prendre une place de plus en plus importante et qui vont être justement, par exemple, des pathologies de type cognitif, ou en tout cas des troubles de type cognitif, c'est-à-dire qui vont affecter la mémoire, par exemple, des troubles du comportement, mais également des troubles, des pathologies psychoaffectives qui vont justement être associées à des états anxieux plus importants, voire même parfois des états dépressifs très sévères. Et donc, ce sont ces comorbidités-là qui vont nous intéresser. Et aujourd'hui, on sait par exemple qu'entre épilepsie et dépression, il y a des liens qui sont très étroits. On a un grand nombre de traitements qui marchent aussi bien dans un cas que dans l'autre, en tout cas qui sont donnés pour traiter ou l'un ou l'autre. Et la raison pour laquelle des patients vont être dépressifs alors qu'ils ont une épilepsie, par exemple, c'est un lien qui est encore relativement mal connu, bien décrit, mais relativement mal connu. Et les mécanismes, les raisons pour lesquelles il y a émergence, en tout cas, de ces deux pathologies en même temps, crise et puis problèmes psychoaffectifs par exemple, sont des choses qui sont encore aujourd'hui très très mal connues. Donc le problème, c'est que quand un patient a déjà énormément de traitements pour gérer la crise, imaginez un enfant par exemple, pour lequel on le met à l'école et puis qui va devoir apprendre certaines choses, si on l'enferme dans une camisole thérapeutique, pharmacologique trop importante, le problème c'est qu'on va avoir des interactions entre les capacités intellectuelles de cet enfant et puis ses capacités d'apprentissage dans les moments critiques et puis le fait de gérer sa crise. Et donc on comprend bien qu'à un moment donné, la crise étant tellement problématique qu'on va privilégier le fait de pouvoir, par des traitements pharmacologiques, traiter la crise. Et dans certains autres cas, par exemple pour l'hyperactivité, ou quand on n'a pas, par exemple, d'épilepsie, on va pouvoir donner un traitement donné qui va généralement bien marcher, ou en tout cas dans un pourcentage de cas relativement élevé, il y ait une certaine, en tout cas, retenue, précaution, prudence à ne pas associer des antiépileptiques avec des traitements, par exemple, qui vont traiter l'hyperactivité. Et donc, il y a d'autres traitements, d'autres voies qui ont été ouvertes, et ces voies sont apportées justement par ce qu'on va appeler globalement ces médecines complémentaires. Alors, on ne va pas rentrer dans tout, et on ne va pas tout aborder, et là, ce auquel je vais vraiment m'appuyer, en tout cas pour résumer et pour vous présenter de façon très très générale tout ça, ce sont les problèmes psychoaffectifs, les troubles de la mémoire, et puis la dépression et les convulsions. Et pour ça, par exemple, pour tout ce qui va être trouble du comportement, on va avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales qui vont pouvoir être associées ou pas à un traitement
par voie informatique et par ordinateur. Et ce sont des traitements qui sont bien adaptés, mais pour lesquels il va falloir vraiment faire des ajustements patient par patient souvent, très bien adaptés pour gérer la dyslexie, par exemple, certains troubles de la mémoire, certains troubles du comportement. Et ce sont des choses qui sont opérationnelles. Le problème, ce sont des approches qui sont relativement lourdes à mettre en place en termes de suivi. Et ça ne va pas permettre en tout cas d'améliorer une condition qu'on retrouve très très fréquemment chez ces patients qui ont une épilepsie qui est lourde et puis en plus de ça qui ont des problèmes à côté, qui font que généralement, quand il s'agit notamment d'enfants, ce sont des enfants qui vont être désociabilisés, qui vont connaître l'exclusion sociale. L'exclusion sociale, tout simplement parce que quand l'épilepsie est trop lourde, souvent les parents, les copains et les copines ne veulent pas avoir à gérer la lourdeur de ces crises-là. Et d'autre part, parce qu'il y a également le fait que les parents eux-mêmes de ces enfants qui souffrent d'épilepsie sont dans un état d'anxiété très, très élevé, et on peut le comprendre, et généralement vont essayer d'avoir un niveau de contrôle permanent lourd sur l'activité de leur enfant, avec un pouvoir décisionnel qui est relativement limité, avec une estime de soi qui est altérée, etc. Et donc, pour faire face à cet isolement social, il est évident que d'interagir avec son psychologue et un ordinateur, ça ne va pas forcément améliorer dans l'immédiateté, en tout cas, les choses. Et donc, il est proposé ce que l'on appelle, et c'est ce que je vais vous présenter là, des thérapies récréatives holistiques, qui relèvent de choses que l'on connaît justement des médecines traditionnelles orientales, tout simplement parce que quand on prend celles, par exemple, qui sont au-dessus de cet arbre, l'acupuncture, la méditation et le yoga, on sait que ce sont des techniques qui vont prendre leurs racines dans justement les approches qui avaient été développées par ces médecines traditionnelles d'Extrême-Orient. Et quand on regarde d'ailleurs au niveau de l'Ayurveda et qu'on prend par exemple une de ces plantes qui était proposée par, et là c'est juste une petite parenthèse que je fais comme ça, sur la façon dont les Indiens ont de traiter l'épilepsie, mais pas que l'épilepsie, c'est l'épilepsie et ses comorbidités. Vous voyez que dans leur, en tout cas, banque de plantes disponibles, vous avez le bacopa. Et cette plante était donnée pour justement traiter les troubles de la sanction, les troubles de l'anxiété, notamment quand ceux-ci sont relativement élevés, mais également les convulsions épileptiques. Et là, on se retrouve à voir la possibilité de traiter avec cette même plante des choses qui rentrent justement dans le cadre de, par exemple, ce tiers de patients qui font des convulsions, qui n'ont pas de voie thérapeutique clairement aujourd'hui identifiées pour mieux les maîtriser, et qui vont développer un certain nombre de comorbidités qu'on a présentées comme étant troubles de l'anxiété, par exemple, et puis hyperactivité. Donc, on sait très bien que au travers de ces approches-là, il y a des choses qui sont faisables. Et aujourd'hui, quand on regarde réellement, donc c'est une étude qui a été publiée en 2014 aux États-Unis et qui a fait le bilan sur une très très large cohorte de patients qui souffrent d'épilepsie, on sait que 70% des patients qui souffrent d'épilepsie vont avoir recours, soit directement, soit leur famille va les faire en tout cas rentrer au contact de ce type d'approche, vont avoir recours justement à ces thérapies complémentaires. Qu'il s'agisse de vitamines, qu'il s'agisse de compléments alimentaires, qu'il s'agisse de yoga, d'acupuncture, mais également de chiropratique aujourd'hui, de biofeedback, etc. Et je pense que ça rendrait jaloux énormément de firmes d'industries pharmaceutiques quand on regarde en tout cas la façon dont les patients reportent eux-mêmes combien ils ont perçu l'efficacité de ces traitements, c'est que 44% d'entre eux trouvent, alors que bon, les choses sont mal contrôlées, hein, c'est plus ou moins chacun adapte en fonction de ce qu'on lui a dit, ce qu'il a vu à la télévision, ce qu'il a lu dans les magazines, et puis l'interaction qu'il va pouvoir avoir avec, dans le meilleur des cas, un pharmacien, qui va adapter la façon dont il va prendre son complément, ou en tout cas l'intervention qu'il va faire d'un point de vue que ce soit de l'acupuncture, etc. Et 44% d'entre eux voient une amélioration claire, en tout cas, du ressenti, de la sévérité de leur crise, et une amélioration parfois même de la fréquence,
et une meilleure qualité de vie. Mais ça, c'est du fait, en tout cas, de ce que l'on reçoit comme information, mais qui sont très très mal contrôlées et qui sont dans des études, justement, qui sont rapportées dans des études qui, justement, ne sont pas aussi bien calibrées, aussi bien standardisées que ce qu'on a l'habitude de faire avec des médicaments de type pharmacologique. Et donc, il y a très très peu d'études qui sont parfaitement calibrées. Il y en a quand même quelques-unes qui montrent en revanche que, par exemple, la pratique de yoga diminue significativement. Mais là, il y a une seule bonne étude qui a été réellement faite, mais sur une toute petite cohorte de patients, qui a montré justement qu'il y avait une nette réduction de la fréquence des crises d'épilepsie et de leur sévérité. Mais pour le moment, tout ça, c'est relativement maigre. Et il est évident qu'on est dans une société aujourd'hui qui est très orientée vers le médicament et qui ne tient pas compte de certaines choses qui font que même un patient, alors on sait très bien par exemple que quand l'épilepsie a lieu très tôt au cours du développement, on sait que le cerveau est en cours de développement et qu'il va y avoir des modifications et que l'on va avoir une interaction entre les modifications dues au développement et les modifications que vont entraîner les crises épileptiques dans la maturation des régions cérébrales qui vont permettre justement certaines fonctions de s'exécuter, parfois même de maturer au cours du développement. Et on sait aujourd'hui, notamment par des études qui ont été réalisées chez l'animal, que même au cours de la vie adulte, en modifiant la qualité de l'environnement dans lequel on vit, on va encore avoir une action sur la façon dont le cerveau se développe. Le cerveau n'a pas fini de se développer une fois qu'on est adulte. Alors il est évident qu'il va se développer de façon beaucoup moins importante une fois qu'on a atteint 20 ans que lorsqu'on était très très jeune, et qu'on va avoir plus souvent d'ailleurs un déclin plutôt qu'une amélioration. Mais quoi qu'il en soit, on sait que malgré le fait qu'on ait l'impression que tout est établi à l'âge adulte, des choses sont encore possibles, une plasticité, un remodelage est encore possible par des manipulations de l'environnement, notamment en venant solliciter des fonctions plus particulièrement que d'autres. Et notamment en venant réhabiliter certaines fonctions qui ont été perdues, en introduisant dans l'environnement de l'individu des actions qui vont permettre justement de faire travailler par des voies compensées ce qui a été perdu. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on peut... je vous laisse encore, excusez-moi, 2 minutes, mais parce qu'après, il faudrait qu'on ait un peu de place pour les questions des auditeurs. Merci. Et donc, c'est dans ce sens qu'on a développé un premier projet de recherche dans ces interactions qu'il y a entre épilepsie et environnement. On s'est dit, justement, à partir du moment où il y a un certain nombre de choses qui ont été testées chez l'animal et dont on sait qu'elles sont nécessaires dans l'environnement de l'animal justement pour pouvoir maîtriser l'évolution de la maturation cérébrale et notamment la modification en réponse à une crise d'épilepsie. On l'avait testé chez l'animal et on sait par exemple qu'en donnant plus de défis à l'animal, mais des défis qui sont à sa portée en termes de résolution de défis, on avait une nette préservation des capacités cognitives. On a essayé de modéliser ça et de transposer ça chez l'animal. Chez l'humain, oui. Chez l'humain. Et donc dans un programme que l'on a appelé ONVEPI, enrichir l'environnement de l'individu pour mieux vivre son épilepsie, parce qu'on n'a bien sûr pas l'intention, là non plus, et l'ambition de pouvoir d'enrayer complètement les crises d'épilepsie. Dans ces conditions-là, on a essayé d'introduire un certain nombre d'activités sur le socle, en tout cas des déficits qui sont observés chez ces individus, et dans la rapportée de la poterie, des créations sonores interactives, de la technique Alexander, de l'art-thérapie, de l'activité physique adaptée. Et on sait très bien qu'au cours de 21 séances, une fois par semaine, donc 3 heures, où on alterne ces activités, on a de très très fortes et de très nettes récupérations de certaines fonctions exécutives et de certaines fonctions cognitives chez les enfants qui souffrent d'épilepsie. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la recherche, qui est menée au niveau, en tout cas, préclinique, c'est-à-dire chez l'animal de laboratoire, on sait qu'il y a une interaction très très forte entre la réponse aux traitements qui sont disponibles et la qualité de vie dans laquelle on évolue, c'est-à-dire que des médicaments qui peuvent ne pas agir aujourd'hui dans des environnements que l'on va dire relativement pauvres en sollicitation sensorielle, vont pouvoir être améliorés, ces animaux qui n'y répondent
répondaient pas vont pouvoir y répondre dès lors qu'on va introduire justement des sollicitations sensorielles dans leur environnement. Donc voilà, j'ai fini, et puis voilà, je suis en discussion. D'accord. Bon, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a visiblement une panoplie, enfin un panel d'interventions thérapeutiques possibles. Alors, je ne sais pas si on va peut-être passer la parole à la salle, si vous avez des questions. Là. Ah, d'accord. Bonjour, bonjour, merci pour vos interventions. Monsieur le docteur Gilles Huberfeld, je crois que vous avez mentionné qu'il est possible que des personnes qui souffrent d'épilepsie soient jugées comme étant en rémission. Quels sont les critères pour juger d'une rémission possible? Et est-ce que c'est lié à l'imagerie, puisque vous avez mentionné que ça pourrait être un développement cérébral qui arrive à la maturité? Alors ça, c'est très très compliqué. On sait quand il y a une épilepsie, on sait qu'il y a une épilepsie quand il y a des crises. Et quand le médicament fonctionne, on n'a plus de crise. Et du coup, dans ces cas-là, on peut avoir de grosses difficultés à savoir s'il n'y a plus de crise et l'épilepsie est guérie ou juste le médicament fonctionne. Et donc là, c'est tout l'enjeu de connaître bien les épilepsies et de savoir qu'il y a des épilepsies dont la tendance naturelle ne va vraiment pas être de guérir. Et dans ces cas-là, s'aventurer à arrêter le médicament risque d'être dangereux parce qu'il y a un risque élevé pour que des crises ressurgissent. Et puis on a des épilepsies généralement assez bien identifiées, dont on sait qu'elles ont tendance à guérir seules avec le temps. On ne sait pas très bien ce qui fait qu'elles guérissent seules. Comme c'est généralement des épilepsies qui ont débuté à l'enfance, plus rarement à l'adolescence, on pense que c'est lié à la maturation cérébrale. On connaît un certain nombre de processus que sont la maturation cérébrale, mais on ne sait pas ce qui fait qu'éventuellement ça s'arrête. Mais dans ces épilepsies-là, quand il n'y a pas de crise depuis un certain temps, on peut s'aider de l'électroencéphalogramme, l'examen dont on a parlé, qui peut de temps en temps aider et de temps en temps ne pas aider aussi. Il faut être clair avec ça. On peut proposer aux gens d'arrêter les médicaments. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment. Évidemment, il faut le faire très lentement. Les médicaments anti-épileptiques, ça se monte lentement et ça se baisse lentement. Et puis surtout, on essaye de le faire à des moments où, si par malheur il y avait une crise, ce ne soit pas catastrophique. Si ce n'est pas au moment où ils débutent un nouveau travail, où ils ont besoin d'être particulièrement opérationnels, où ils conduisent beaucoup, ce genre de choses. Donc on essaye de faire ça à un moment adapté. Mais il y a une petite part de risque qui est à prendre. Il y a une question à Lyon, c'est ça? Oui, il y a une question à Lyon. Qui était la personne qui avait la question. Oui. Donc j'ai une éthique depuis l'âge de 4 ans, j'ai 56. Donc tout ce que vous avez donc dit aujourd'hui, j'ai bien écouté attentivement. J'ai tout eu. En traitement, j'ai eu de l'eau traitement, j'ai toujours très lourd. Et donc il n'y a vraiment pas beaucoup de résultats. Voilà. Comment? Ben, j'écoute quand il disait donc quand on va dans le cerveau les électrodes. Donc j'ai eu affaire à un chirurgien de neurologie, donc à qui j'ai parlé, qui m'a dit il faut peser madame le pour et le contre de vos crises. Parce que vous dites, c'est comment dire, j'ai appris le terme, c'est très gênant, c'est très, voilà. Et donc j'ai pesé le pour et le contre avant de me faire opérer parce que je suis pas opérable logiquement, voilà. Donc voilà, c'est pas tellement pratique à soigner vos crises. Donc, qu'est-ce qui... Effectivement, on a essayé de montrer un petit peu ce soir tous les panels des pistes thérapeutiques et de ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau thérapeutique pour soigner l'épilepsie. J'espère qu'on a essayé de vous convaincre qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, non seulement au niveau des médicaments, de la chirurgie et des nouvelles voies thérapeutiques, mais c'est vrai que dans certaines situations, les thérapeutiques actuelles ne donnent pas de solution, je dirais, directe pour guérir véritablement l'épilepsie. Alors, pour ce qui est de la chirurgie, c'est vrai, ça peut être un traitement curatif, donc c'est vraiment l'objectif numéro 1 de la chirurgie, hein, mais ça nécessite, vous avez compris, un bilan relativement long que vous avez vécu, qui nécessite parfois des enregistrements intracérébrales, et donc à l'issue de tous ces examens, je dirais assez sophistiqués, assez compliqués, ça permet de stratifier un petit peu le bénéfice et le risque de la chirurgie. Dans certains cas, c'est vrai,
il y a une décision à prendre qui est entre le malade, le neurochirurgien, le neurologue, pour évaluer si en quelque sorte ce risque est acceptable au vu du bénéfice qu'on peut escompter. Donc dans certains cas, on considère qu'il est plus raisonnable de ne pas envisager un geste chirurgical. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque la chirurgie la plus classique aujourd'hui, on a bien vu, hein, c'est vraiment la résection corticale, c'est enlever la zone malade, hein, c'est finalement conceptuellement quelque chose de très simple. Mais j'espère que ce n'est pas la seule voie, puisqu'on a parlé de stimulation, on a parlé, Gilles Berfel nous a mentionné la stimulation du nerf vague, qui est une piste, où on a ces stimulations pour stimuler ce nerf par une petite pile qui apporte parfois un bénéfice, parfois pas nécessairement complet, mais qui peut être un bénéfice intéressant. Et puis, j'ai essayé de vous montrer un petit peu la stimulation, ces stimulations cérébrales profondes, dont on ne sait pas encore tout en termes de résultats, mais jusqu'à présent, les essais qui ont été faits ont concerné plutôt des patients qui étaient contre-indiqués en quelque sorte à la chirurgie. Donc on espère que dans ces situations-là, où les médicaments n'ont pas été efficaces, où la chirurgie classique de résection n'est pas envisageable, cette stimulation pourra apporter un bénéfice. Et vous avez compris que c'est une voie intéressante, mais il y a encore beaucoup d'enjeux, puisqu'il faut paramétrer cette stimulation-là, et donc on verra dans les années à venir quelle est la meilleure condition qui permettra d'obtenir une solution. Mais je pense que l'histoire n'est pas, je dirais de ce côté-là, n'est pas finie. Il y a encore beaucoup de pistes, soit en termes de stimulation cérébrale, on a parlé un peu dans les cas où le risque fonctionnel est trop important, de la chirurgie guidée au laser, en fait, une stimulation de lésions très très focales, ou alors de radiothérapie focale. Donc il y a encore pas mal de pistes thérapeutiques chirurgicales qui sont encore à l'œuvre. À quel délai ça verra le jour, c'est encore une question, mais il va se passer des choses dans les années à venir. Il y a une question là et une autre là, à Paris. Dans la commune à Lyon. Ah, pardon. Allez-y, Paris. Bonsoir, moi je voudrais savoir à partir de quel âge et s'il existe un âge moyen pour diagnostiquer les premières épilepsies. Le deuxième volet s'attache aussi aux enfants. Je vois qu'on parle d'activité physique adaptée. Je suis très choquée qu'on parle d'activité physique adaptée chez des enfants parce que ce sont des enfants qui sont en pleine formation et je pense qu'ils peuvent tout à fait faire un sport, une pratique, une activité physique normale. Adaptée, ça me semble un petit peu tôt pour avoir une restriction aussi sévère pour son développement intellectuel, social et psychologique. Je vous remercie. Si vous pouvez répondre. Je peux répondre pour l'âge, dès le premier jour, voire avant. Et quand on regarde un petit peu quand arrive, plutôt quand démarre l'épilepsie, on se rend compte que c'est une courbe en U. Il y a beaucoup de nouvelles épilepsies dans les jeunes âges de la vie. Et puis, chez les adolescents et chez les adultes, il y a moins de nouveaux cas. Il peut y avoir des épilepsies qui avaient débuté dans l'enfance qui vont perdurer, mais il y a moins de nouvelles épilepsies. Et puis, à partir de 50, 60 ans, il y a à nouveau des épilepsies qui apparaissent chez les gens. Ceci étant dû à des accidents vasculaires cérébraux, à des traumatismes, à des maladies dégénératives diverses et variées. Donc, les âges où le plus d'épilepsies naissent, c'est chez les enfants et chez les gens plus âgés. Et je vais laisser peut-être Laurent Bezin parler d'activité physique chez les enfants. Oui. Donc pour l'activité physique adaptée, justement, c'est adapté à la sévérité du handicap. Malheureusement, il y a des enfants qui ont des pathologies, qui ont des formes d'épilepsie qui sont très sévères et qui sont accompagnées justement de problèmes moteurs qui sont importants et qui nécessitent justement d'avoir une activité physique extrêmement adaptée. Et j'aurais pu justement utiliser le terme de extrêmement adapté à la lourdeur de leur handicap. Et quand on dit adapté, c'est juste adapté à sa condition physique. C'est-à-dire que l'effort qui est fait dans ces ateliers d'activité physique adaptée, c'est d'avoir justement, et c'est tout le défi en tout cas des encadrants, c'est de trouver des activités physiques qui vont permettre d'adapter l'activité physique à la pluralité des déficits, s'ils y sont et s'il y en a, que vont présenter ces enfants. Et généralement, on va mettre en place des coopérations entre les moins valides, par les plus valides pour les moins valides, etc. Donc non, j'entends le problème qu'il peut y avoir derrière, en tout cas, la notion de handicap, puisqu'on parle d'activité physique adaptée, mais derrière l'adaptation, c'est l'adaptation justement
à la personne. Et il y en a certaines qui n'auront justement pas du tout besoin d'une adaptation particulière. Voilà. J'espère vous avoir en tout cas rassuré à ce niveau-là. Je crois que M. Baudru aussi voulait apporter une réponse. Sur les activités sportives, d'un point de vue général, la quasi-totalité des activités sont accessibles aux épileptiques. Il y a des choses à éviter, hein, le pilotage, la plongée sous-marine, la boxe en compétition, ça, n'importe qui peut comprendre pourquoi il vaut mieux éviter. Mais en fait, la problématique, c'est plus de trouver des accompagnants qui soient formés. Par exemple, pour aller à la piscine, on ne va pas à la piscine seul quand on est en train d'apprendre à nager. Donc il faut avoir une piscine avec un maître nageur suffisamment, qui fasse bien attention à l'enfant, qui connaisse la chose. Mais en soi, l'activité n'est pas interdite. C'est rarement interdit. C'est simplement qu'il faut que ce soit encadré. Bon, après, il y a les cas de handicap sévères et lourds. Bon, là, c'est encore une autre problématique, mais qui n'est pas spécifique à l'épilepsie. Quand quelqu'un a un handicap physique, quelle que soit la cause, l'activité doit être adaptée. Il y avait une question, ma première question à Lyon. Ouais. Bonjour, donc on a découvert dans l'épilepsie il y a environ 1 an. Je suis donc soignée, je prends des médicaments et j'ai donc une épilepsie partielle et complexe. Et ce que je voudrais savoir, c'est que cette découverte de mon épilepsie vient du fait que, soi-disant, j'ai fait un AVC, donc il y a un début d'AVC il y a 10 ans, et ensuite je faisais donc des AIT, accidents ischémiques transitoires, mais on a découvert finalement que ce n'était finalement pas un début d'AVC, mais un accident ischémique transitoire, ou en tout cas des accidents. Et aujourd'hui, donc, je suis traitée pour l'épilepsie, et c'est vrai que je ne fais plus du tout de crise depuis plus d'1 an. Voilà. Le docteur Tampeloff, donc, qui est un des chirurgiens du cerveau aux États-Unis, donc, m'avait demandé de reprendre toutes mes IRM depuis 10 ans, en me disant qu'il doit se passer quelque chose, parce qu'il n'est pas possible d'avoir des liens comme cela entre, en disant AVC, accident ischémique transitoire et épilepsie. Alors, je voudrais savoir quels sont les liens entre les trois. On peut découvrir des épilepsies si tard. Allez-y. Pour le lien AVC et épilepsie, je dirais que le lien paraît relativement faible. Je pense que là, le lien est plutôt dans les symptômes qui se produisent, qui ont peut-être conduit à ce diagnostic-là. C'est vrai que les symptômes qui peuvent se produire au cours de certaines crises d'épilepsie peuvent ressembler relativement de près à des symptômes qui peuvent arriver au moment d'accidents vasculaires cérébraux, ou plutôt d'accidents transitoires, ou bien une manifestation transitoire. Alors c'est vrai qu'il y a des petites clés, je dirais, souvent on a tendance à dire que les crises d'épilepsie se manifestent par des manifestations positives, c'est quelque chose en plus, des sensations anormales, quand c'est dans le registre visuel, des sensations, parfois des hallucinations, ce genre de choses-là, alors que dans le domaine de l'accident vasculaire, c'est plutôt un déficit. Mais c'est vrai que toute la difficulté est que parfois le diagnostic est posé de façon rétrospective, alors que c'est le patient, l'entourage qui rapporte les symptômes, et quand on ne les a pas vus, il est toujours difficile de reconstituer la scène, et on peut avoir des choses qui ressemblent à s'y méprendre. Et donc je dirais qu'il y a des indices qui aident un peu pour rétablir un peu le diagnostic, et une des caractéristiques de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, c'est de se répéter toujours de la même manière. C'est vrai que reproduire toujours les mêmes séquences ou des choses relativement proches oriente vers l'épilepsie, c'est quand même beaucoup plus rare dans le cadre d'accidents ischémiques. Et puis, tout le panel des examens complémentaires dont on a parlé, on a mentionné l'EEG, l'imagerie parfois aide à renseigner. Je pense que là, peut-être dans votre cas, l'imagerie met en évidence une lésion dont on sait qu'elle est très volontiers responsable de crise d'épilepsie. On sait que l'accident vasculaire, c'est peut-être la cause numéro 1. Au-delà de 40 ans, c'est quelque chose de relativement classique. Donc ça aide à repositionner les choses. Mais c'est vrai, il peut y avoir une errance au début lorsque on n'a pas vu les symptômes et lorsque les moyens complémentaires n'ont pas été réalisés. Après, sur le lien réel, à ma connaissance, il n'y a pas de lien. Ce sont vraiment deux types de manifestations complètement différentes. Vous voulez apporter un complément ou pas? Tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé, je crois que ça peut
ça peut être de un jour de vie jusqu'à 99 ans, je dirais. C'est pas, même si, comme l'a dit Gilles Huberfeld tout à l'heure, il y a deux pics, effectivement, plutôt chez l'enfant, hein, pour diverses causes, des causes naturalistes chez les enfants un peu plus grands, parfois des causes génétiques, et puis dans la deuxième partie de la vie, il y a des causes lésionnelles, parfois les accidents vasculaires, d'autres problèmes, où il y a une lésion cérébrale qui est responsable de l'épilepsie. Mais c'est vraiment possible à tous les âges de la vie, effectivement. Ok. On va peut-être prendre une question à Paris. Paris, ouais. Il y a beaucoup de questions encore. Oui, bonjour. Je suis maman d'une adolescente de 14 ans dont l'épilepsie a été dépistée, a commencé à être dépistée à l'âge de 6 ans et demi. Elle a 14 ans, elle est pharmacorésistante et elle a plusieurs crises par semaine. J'avais une question par rapport à l'anomalie génétique, puisqu'en fait, on a eu beaucoup de mal à fixer un diagnostic au départ, puisque le propre de l'électroencéphalogramme, c'est de montrer des dysfonctionnements quand il y a une crise ou alors durant le sommeil, apparemment. Elle n'a jamais dormi durant les électros, donc on a mis plus de 3 à 4 ans avant de poser un diagnostic. Quand on parle d'anomalie génétique, dans quel cas sont faits les examens qui donnent, et est-ce qu'il y a un gène finalement, puisque moi j'en avais jamais entendu parler, qui témoigne de cette anomalie en fait. Alors il y a deux aspects à la chose. Juste pour l'électroencéphalogramme, ce qui se passe, c'est que chez les patients, chez la grande majorité d'entre eux, en dehors des crises, on peut avoir des petits mini-événements qu'on peut capter sur l'électroencéphalogramme. Donc on peut avoir ce qu'on appelle les pointes épileptiques. Ce sont des événements qui sont là entre les crises, qui témoignent du fait qu'il y a quelque chose d'anormal dans le cerveau qui se déploie à ce moment-là. Donc on essaye de les guetter pour essayer de valider qu'on est bien devant une épilepsie, ce n'est pas toujours nécessaire, et puis pour nous aider à comprendre de quelle épilepsie il s'agit. Et effectivement, parfois, quand on manque de sommeil, on n'a plus volontiers ces anomalies. Et puis parfois, quand on s'endort, on n'a plus volontiers ces anomalies. Et puis parfois, quand on se réveille, on les a plus volontiers. Donc on est amené à faire des examens comme ça. La génétique, en gros, il va y avoir deux aspects. Soit, et c'est finalement très rare, il y a une anomalie d'un gène donné qui va se transmettre de parents à enfants et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les épilepsies monogéniques. Ce sont des vieux modèles de maladies génétiques. Et là, finalement, les épilepsies qui sont associées à ça sont finalement très rares, sauf qu'on peut avoir des maladies neurologiques beaucoup plus globales associées à une anomalie génétique où l'épilepsie sera un symptôme parmi d'autres. Et on connaît un certain nombre de gènes, on en découvre encore. Et puis parfois on découvre le gène, mais on ne sait pas forcément à quoi il sert. On va comprendre un petit peu plus tard à quoi il sert. Ça existe. Et puis, il peut y avoir une prédisposition génétique. On hérite de son père, de sa mère, de plein de variantes de gènes. Et puis on peut imaginer que quand dans la famille du père, il y a quelques personnes qui ont eu de l'épilepsie, c'est peut-être parce qu'ils ont un peu plus de variantes de gènes qui rendent les neurones un peu trop excitables. Et puis s'ils se marient avec quelqu'un et qui fait un enfant avec quelqu'un qui de l'autre côté a aussi un peu trop de variantes, un peu trop excitables, peut-être que la résultante chez l'enfant, ce sera un petit peu trop d'excitation qui éventuellement, si elle rencontre d'autres facteurs, donnera et s'exprimera sous la forme d'une épilepsie. Mais ça, c'est quand même très compliqué. Et ça, on le maîtrise honnêtement pas très bien à l'heure actuelle. On connaît certains de ces gènes-là, mais on ne connaît pas assez les variantes qui permettent, lorsque tout le monde s'associe, de faire qu'on est plutôt prédisposé ou plutôt même éventuellement protégé. Il y avait une question à Lyon encore. Est-il possible avec des chiens de prévoir une épilepsie, une crise d'épilepsie? Et si oui, est-ce qu'on peut prévoir plus facilement une crise d'épilepsie partielle ou totale? Généralement chez les chiens, ce sont en tout cas il y a des modèles qui sont utilisés chez le chien pour les épilepsies justement de type génétique. Et généralement, les épilepsies de type génétique sont étudiées chez le chien. Maintenant, pour aller... C'est-à-dire quand on trouve dans l'événement, par exemple... Le chien qui ferait l'alerte. Annonce la crise du héron. Ok, d'accord. Je ne suis pas au courant. Alors, c'est un cas un petit peu compliqué. En gros, il y a deux types de chiens qui sont utilisés à cette occasion-là. Il y a des chiens qui vont protéger leur maître à l'occasion d'une crise. Donc, le patient fait la crise et le chien va éventuellement veiller à ce qu'il ne se cogne pas, être encourageant, chouchouter. Et puis, il y a des chiens qui sont réputés pouvoir anticiper les crises. Alors ça, c'est quand même nettement plus compliqué parce que
Il est possible que ça existe, mais les deux seules études qui ont été vraiment bien faites et qui ont regardé qu'est-ce qui se passe dans des couples chiens-maîtres où les chiens pouvaient anticiper les crises, c'est qu'en fait, chez la quasi-totalité de ces patients-là, les crises n'étaient pas des crises d'épilepsie. C'était des crises d'angoisse qui prenaient le masque de crise d'épilepsie. C'est quelque chose qu'on connaît, qui est un petit peu compliqué. Et en fait, l'agitation du chien était associée à ensuite une de ces manifestations plus de l'ordre psychologique, pas de l'ordre épileptique. Et même, on pouvait aller plus loin dans ces cas-là, à se demander si l'agitation du chien déclenchait pas cette chose-là chez son maître. Donc, très honnêtement, les chiens anticipateurs de crise, bien qu'il y ait un marché, notamment aux États-Unis, de chiens qui sont dressés pour ça, c'est une question un petit peu complexe. Et c'est une race spécifique de chien ou non? Là, à ce niveau-là, je pourrais mettre un petit bémol, en fait. C'est qu'on a des témoignages de gens qui ont des chiens, et en fait, où on sait que c'est pas du psychologique, parce qu'on est dans des syndromes, Dravet, Lennox et autres, où en fait, il y a une dame en particulier que je connais personnellement, qui a adopté un chien qui n'est pas dressé spécifiquement, mais en fait, le chien se met à aboyer, mais de manière assez impressionnante à chaque fois que sa fille fait des crises d'épilepsie. Et en fait, en général, le chien, ça permet de prévenir les parents que la fille commence à criser. Et là, à ce niveau-là, quand on est sur des syndromes, là, vous connaissez ça mieux que moi, on n'est pas sur des crises issu du psychologique. Mais c'est vrai que on n'a pas tellement d'explications, surtout que c'est un chien qui n'est pas dressé pour. C'est quelque chose qui s'est fait pour. Il y a une complicité qui s'est fait entre l'enfant et le chien. Et c'est voilà. Pas de l'anticipation de la crise. Non, c'est pas de l'anticipation plusieurs minutes à l'avance. C'est quand l'enfant commence à avoir des réactions anormales. Le chien, probablement que le chien a remarqué que les parents, quand ils voyaient la fille commencer à avoir ces réactions un petit peu atypiques, les parents commençaient à allonger leur fille et autres, avaient eux-mêmes donc un comportement différent de l'habitude. Et peut-être que le chien, lui aussi, a pris l'habitude d'essayer, pas d'imiter les parents, mais il accompagne à sa manière. Donc c'est possible, mais c'est vrai que au niveau explication, on est un peu limité là. Voilà, ça c'est plus vraiment des débuts de crise, de la même façon qu'il y a des chiens qui savent que leurs maîtres vont arriver bien avant que la voiture rentre dans la rue. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ces relations d'empathie qui sont extrêmement importantes. Mais par exemple, on fait parfois des relations de cause à effet un petit peu excessives. Par exemple, beaucoup de gens ont la sensation qu'ils font plus de crises au moment de la pleine lune. Alors, on met plein de choses sur la pleine lune, mais quand même, les patients ont l'impression que la pleine lune, c'est un jour où il y a plus de crises. Et puis, un certain nombre d'entre eux le trouvent. Et puis, il y a eu quelques études qui ont été très bien faites, où pour le coup, on a regardé quand est-ce qu'il y avait les crises, quand est-ce qu'il y avait les phases de lune. Et c'est absolument pas le cas. Simplement, quand on fait une crise et qu'il y avait la pleine lune, on se rappelle de la coïncidence. Et puis quand on fait une crise et que ce n'était pas la pleine lune, on ne fait pas attention et on se rappelle finalement que de ça. Donc de temps en temps, mais pas toujours, mais on peut faire des relations de cause à effet un petit peu excessives. Comme pour les médicaments aussi d'ailleurs. Il y a une dernière question peut-être? Bien. Il nous reste une dernière question à nous aussi. Ah, voilà. D'accord. Bien, je voulais vous poser la question, donc épilepsie, troubles de comportement et déficit de l'attention, ok. Je pense qu'il y a un lien aussi assez évident chez beaucoup de patients ou de personnes avec handicap touchées par l'autisme. Et ça manque un petit peu à la présentation parce que l'épilepsie, à mon avis, étant donné que c'est un trouble neurologique, empêche justement un certain nombre le cerveau de maturer normalement, etc., les choses le développement normal du cerveau. Et justement, ça fait partie un petit peu de quelque chose qui est très global et qui, j'ai l'impression, d'après ce que vous nous avez décrit, que, si vous voulez, on ne sait pas encore très très bien comment se passent les crises. C'est-à-dire qu'on voit les pics des crises, c'est-à-dire que la personne convulse, etc. Mais on ne sait pas de façon très pertinente comment
les différents phénomènes d'épilepsie agissent sur le comportement des individus. Et ça, si vous voulez, moi j'ai une fille qui est donc autiste, épileptique, elle vient de faire une crise d'ailleurs, et ça me paraît assez évident. J'aimerais vous entendre sur le sujet. Je dirais qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'autisme qui est une maladie terrible, où il y a plus de patients qui ont de l'épilepsie quand il y a un autisme que dans la population sans autisme. Franchement plus même. Il y a des causes éventuellement communes, il y aura peut-être des traitements communs d'ailleurs, mais il y a ce phénomène-là. Et vous savez qu'on connaît mal l'épilepsie et on connaît peut-être encore plus mal l'autisme sur ce qui se passe en termes véritablement cérébral, pas que comportement, mais dans le cerveau. Donc ça, c'est évident. Et on a tout à gagner de comprendre l'un et l'autre et de comment est-ce qu'ils se croisent l'un et l'autre. Ensuite, les troubles du comportement chez les patients avec une épilepsie, indépendamment d'autres maladies cérébrales. Effectivement, on peut avoir pendant les crises des anomalies comportementales et puis on peut en avoir éventuellement après. Juste après la crise, on a un dysfonctionnement du cerveau qui peut être très bref, durer quelques secondes, et puis parfois très long, durer des minutes, voire des heures, voire plus que ça. Et au cours de ces phases-là, qu'on appelle post-critiques, après la crise, on peut avoir des troubles du comportement, on peut avoir des gens qui se métamorphosent. Il y a même des choses très étranges qui sont décrites. Il y a même des gens qui ont décrit qu'ils changeaient de sexe ou de religion pendant ces phases-là. Ça peut être extrêmement important. C'est assez rare, hein, ça. Ça peut être extrêmement important. Et effectivement, juste après la crise, on peut avoir des petites choses. On peut avoir des choses aussi quand les gens font beaucoup de crises. Ça peut modifier les comportements juste après. Et puis, encore plus compliqué, on peut, bien que ce soit quand même très rare, on peut avoir des gens qui ont des anomalies comportementales quand ils faisaient plein de crises et qui s'arrêtent d'en faire. C'est un phénomène qu'on appelle la normalisation forcée, qui n'est pas très fréquent, mais effectivement, il y a vraiment des interactions de l'un avec l'autre. On va peut-être prendre la dernière question à Lyon et s'arrêter. Parce qu'il est... Bonsoir. Ma question portait sur les médicaments du futur. J'avais entendu parler de médicaments qui en fait... empêcherait les conséquences de l'épilepsie sur le cerveau, plutôt que de bloquer les neurotransmetteurs qui empêcheraient les conséquences d'un état de mal ou des lésions cérébrales. Alors je ne pense pas avoir vraiment bien compris, mais qu'est-ce que c'est que ces médicaments ? C'est ce qu'on appelle globalement la neuroprotection. L'épilepsie, c'est pas « pouf, je me réveille un jour, j'ai une épilepsie ». On a une agression cérébrale, on a un certain quelque chose qui fait que le cerveau va se modifier, se remodeler. Le terme scientifique de ça, c'est ce qu'on appelle l'épileptogénèse. Et effectivement, si entre un moment où on a une agression cérébrale et le début de l'expression de l'épilepsie, il peut se passer beaucoup de temps, hein. Parfois ça peut être dizaines d'années, on avait des médicaments qui empêchaient le cerveau de se remodeler pour devenir épileptique, ce serait un gain énorme. Et de la même façon, quand on fait une crise d'épilepsie, on induit un certain nombre de phénomènes qui peuvent contribuer à ce que l'épilepsie perdure après. Donc, si encore une fois, on pouvait attraper ces mécanismes-là et empêcher que les crises appellent les crises ultérieures, ce serait très bien. Et puis enfin, si on pouvait empêcher certaines conséquences cérébrales des crises, soit parce que les crises déstabilisent le fonctionnement cérébral, soit parce qu'elles créent authentiquement des lésions, ce serait effectivement un atout. Et très honnêtement, on n'en est pas encore tout à fait là. Chez les animaux, il y a certains médicaments qui ont l'air de marcher, mais généralement, les tests chez l'homme ne marchent pas terriblement. On va peut-être s'arrêter là. Oui, il est plus de 20h30. Donc merci à tous pour votre participation. Et je voulais juste dire aussi qu'il y avait un institut des épilepsies qui allait ouvrir à Lyon fin 2015. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.